Cette chanson est dédiée à nos frères de l'Afrique et à la mémoire de Patrice Emery Lumumba, qui a donné sa vie pour une cause à laquelle il a cru. Lumumba, ohé, ohé, ohé. Tokumisa Emery Patrice Lumumba, Ban Afrika Mobimba, yo motapesi biso lipanda, kobanda na Haïti pe na Afrika. Afrika, Haïti, Tokumisa Emery Patrice Lumumba. À la misère, on fait passer, parce que ce ça nous réclamer égalité. Excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, merci beaucoup d'être venus pour cette 51e commémoration de l'indépendance de notre pays. Alors, nous allons écouter l'allocution de monsieur l'ambassadeur, mais comme il se doit, nous allons d'abord passer par l'hymne national. Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté, dont béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Excellences, chers collègues ambassadeurs, mesdames, messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, en ce jour mémorable du 30 juin, jour de gloire dont le héros Patrice Emery Lumumba nous conviait, que dis-je, nous instruisait d'enseigner le sens à nos enfants, et ceci à leur descendance, je vous invite à partager la joie des millions de Congolais demeurés sur le territoire national et ceux disséminés à travers le monde. En ce jour sacré, jour de l'autodétermination du peuple congolais, nos pensées vont aux héros connus et aux anonymes tombés sur le champ d'honneur pour que jamais vive la patrie. Notre compassion et notre commisération s'expriment en ce jour de l'immortel serment de liberté en faveur de ceux de nôtres que la maladie cloue au lit. Nous songeons à travers une pieuse pensée aux victimes des affres et atrocités des guerres passées. Nous pensons singulièrement aux femmes congolaises victimes des viols et violences, femmes ayant payé le lourd tribut de la sauvagerie humaine. Ces pratiques d'un autre âge et qui nous ont été imposées de l'extérieur, aujourd'hui érigées dans notre armature juridique en crime contre l'humanité, exemple unique au monde, étant ainsi imprescriptibles, leurs auteurs n'échapperont jamais à la rigueur de la loi. Tôt ou tard, et d'ailleurs de plus en plus, de lourdes sanctions tombent pour rappeler, si besoin en était, que personne ne se dérobera face à ses responsabilités. Il est certes vrai que beaucoup reste à faire.
mais le nombre de ces cas malheureux décline inexorablement, preuve que les mécanismes efficaces, pluridimensionnels d'obédience gouvernementale ou des actions citoyennes se mettent en place pour conjurer le mauvais sort qui s'est acharné sur la quiétude de la nation. Pour l'éternité, l'opprobre infligé à nos mamans sera vengé. Sur cette question, mesdames, messieurs, comme sur tant d'autres, le gouvernement congolais, en particulier le chef de l'État, le président Joseph Kabila, n'entend transiger. Les personnes reconnues coupables des viols et violences envers les femmes seront inlassablement traquées jusqu'à leur dernier retranchement, et c'est ad vitae aeternam. Distingués invités, mes très chers compatriotes, chers amis du Congo, la commémoration de l'heureux événement qui est notre indépendance coïncide en ce 51e anniversaire avec une année particulièrement significative. En effet, 2011 est une année politique par excellence, l'année charnière entre deux mandatures démocratiques, année qui verra pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo une législature démocratique succéder à une autre de façon pacifique. Si les élections de 2006 constituaient déjà un défi majeur, celles de 2011 n'en demeurent pas moins tout aussi déterminantes. Elles devront apporter la preuve de l'évolution positive de la culture politique congolaise. Si elles se déroulent sans anicroche, ce qui est notre souhait le plus ardent, elles consolideront l'expérience démocratique car elles permettront ainsi d'engranger de substantiels bénéfices politiques, économiques, sociaux, culturels et diplomatiques. Nous partageons l'espoir et la conviction du peuple congolais que tous les protagonistes de ces échéances vitales pour la nation seront à la hauteur de leurs responsabilités historiques, les ayant accomplis dans la sérénité et la noblesse. Ils auront permis au peuple congolais de concrétiser ses droits inaliénables et de se choisir ses institutions et ses dirigeants. La remise en jeu du pouvoir reçu du souverain primaire doit s'inscrire dans la pratique quotidienne et la conscience des dirigeants ainsi que de peuple. Nous sommes heureux de constater que les différentes étapes qui mènent aux élections se déroulent dans un climat apaisé et que le peuple s'y est résolument engagé, sans faux fouillant et également sans embâche. Ceux qui escomptent concourir à ce renouvellement du personnel politique devraient privilégier l'intérêt supérieur de la nation. En sus, le gouvernement congolais voudrait rappeler sa détermination d'amener le peuple aux élections. Aussi a-t-il réalisé ses engagements financiers pour ce faire. Il rappelle également sa responsabilité et sa disponibilité d'œuvrer en bonne intelligence avec ses partenaires traditionnels afin de garantir le caractère démocratique et transparent des élections. Justement, à propos de nos partenaires, nous sommes sensibles à la qualité de notre coopération avec l'Union européenne en général et le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en particulier. Nous voudrions saluer l'excellence de nos relations et exprimer notre engagement à les améliorer davantage. Cette embellie diplomatique se remarque aussi avec nos 9 voisins immédiats et nos frères de l'Union africaine, de la SADC, de la CEAC, du COMESA et les États ACP. Elle se matérialise également dans l'amélioration de nos relations économiques internationales pour un Congo engoncé dans une croissance économique soutenue et qui dure depuis 10 ans. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers amis du Congo, l'évocation de la fête du 30 juin en cette fin de législature n'aurait pas tout son sens si nous omettions un bilan économique national des 5 dernières années. Que s'est-il passé au cours de cette demi-décennie? De l'avis de
gendarme économique du monde, nous avons cité la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, les politiques macroéconomiques menées en République démocratique du Congo sont satisfaisantes. Plus concrètement, qu'avons-nous réalisé? La croissance économique qui a commencé en 2002 s'est poursuivie au cours de la législature finissante. En considérant les prévisions de l'année en cours, la croissance moyenne du produit intérieur brut pour cette période devrait se situer aux alentours de 5,6%, et ce, malgré les effets de la crise financière internationale qui a affecté les économies de la planète. Les résultats encourageants, malgré ces contextes difficiles, sont notables également dans la gestion des finances publiques, pour lesquelles les excédents de trésorerie sont fréquemment enregistrés, pour l'inflation qui est passée en dessous de 10% en 2010 et pour la stabilité du franc congolais par rapport aux monnaies étrangères, en particulier le dollar. Ces résultats macroéconomiques ont un impact réel sur le bien-être de la population. En effet, le taux de croissance élevé signifie une création vertigineuse d'activités, une création d'emplois et une distribution des revenus. Comme l'attestent plusieurs indicateurs, et en particulier le développement du secteur des loisirs, de télécommunications, du logement, le niveau de vie augmente bel et bien et une classe moyenne congolaise est en émergence. En outre, cette réduction de l'inflation et cette stabilité relative de la monnaie congolaise signifient aussi une meilleure préservation du pouvoir d'achat du Congolais moyen. De manière tout aussi méritoire, les politiques économiques mises en place et poursuivies par les autorités congolaises durant cette législature ont débouché sur l'annulation d'une grosse partie de la dette extérieure congolaise. Cela signifie donc une diminution substantielle du service de la dette et une allocation alternative des ressources vers les dépenses à caractère social. Les indices d'amélioration sont nombreux, mesdames, messieurs. Le niveau de vie mesuré via l'indice du développement humain s'améliore, bien que faiblement. L'espérance de vie remonte après une baisse continue jusqu'au début de la décennie 2000. Le niveau des investissements étrangers poursuit sa croissance et le produit intérieur brut par tête d'habitant augmente également. Ces données sont incontestables, vérifiables. Si la consolidation macroéconomique est une continuité de la tendance décennale, il y a deux domaines dans lesquels la présente législature se singularise. Il s'agit de l'amorce d'une reprise de l'accumulation du capital et de la mise en place de nouveaux outils en faveur de l'amélioration du climat des affaires. Ainsi, notre pays s'engage résolument dans la voie d'une croissance durable. Concernant l'accumulation du capital, en partant la mise en place d'un fondement de la croissance à moyen et long terme, la République démocratique du Congo vient d'entrer dans une phase de reconstruction des infrastructures. L'absence pendant plusieurs décennies d'une politique cohérente en matière d'investissement et la succession d'événements malheureux ont précipité la dépréciation du capital et ont conduit à la destruction des infrastructures congolaises. Actuellement, les 5 chantiers arrivent comme un immense projet destiné à inverser le cours des choses. Mesdames, Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, ce ne sont pas que de mots. C'est bel et bien un processus de reconstruction qui a débuté et qui commence à avoir un impact sur l'activité économique réelle et sur le bien-être de la population. Le cercle vicieux de la destruction et la dépréciation, combiné à l'asphyxie de l'appareil productif et à la baisse du niveau de vie, est en train de céder le pas à un cercle vertueux. Celui-ci consiste en un cumul d'effets d'entraînement qui permet aux infrastructures d'engendrer la création et la relance d'activités de production de biens et services. Celles-ci engendrent à leur tour de l'emploi et la distribution de revenus qui se traduisent en une amélioration du bien-être de la population. Un niveau de vie moyen de la population qui augmente n'est-il pas à son tour un maillon essentiel pour le financement des dites infrastructures? Les économistes pensent que c'est le cas. Ce cercle vertueux est une réalité.
Par exemple, la route Kisangani-Beni s'est traduite entre autres en une unité de production supplémentaire du groupe Heineken dans la province orientale. C'est de l'emploi et des revenus nouveaux. La construction des portions asphaltées de routes, la restauration de ponts et des pistes que l'on peut visiter signifie la réduction substantielle du temps d'acheminement des produits agricoles du Bandundu ou du Bas-Congo vers Kinshasa, à titre d'exemple. Cela signifie concrètement des exploitations agricoles relancées et des améliorations des niveaux de vie, tant dans les provinces que dans les grandes villes. Que dire alors, mesdames, messieurs, de l'effet de construction ou restauration des routes dans les villes? Elles permettent une valorisation foncière qui entraîne à son tour un développement spectaculaire du secteur de la construction, un des moteurs de la croissance actuelle. Plus concrètement, cela s'est traduit par exemple en une augmentation du patrimoine des Congolais, en une plus grande production du ciment gris et d'autres matériaux. Ce sont en fin de compte des emplois créés et des revenus distribués. Si ce discours ne permettra pas d'énumérer les multiples signes de l'effectivité de 5 chantiers et de leur impact, il nous permet au moins de dire au monde que le sens du tour de la roue du développement est favorablement inversé en République démocratique du Congo. L'autre cheval de bataille, propice à la croissance durable, que les autorités congolaises peuvent exhiber, c'est bien la lutte pour l'amélioration du climat des affaires. Là également, la République démocratique du Congo a enclenché un processus qui n'autorise pas un retour en arrière. L'avenir économique du pays se conjugue maintenant en mode optimiste, tant pour le présent que pour le futur. À travers un partenariat public-privé, les autorités accompagnées par les entrepreneurs congolais et étrangers ont mis en place des outils identifiables pour l'amélioration du climat des affaires. Depuis le début de la décennie, on a pu enregistrer l'éclosion de plusieurs textes de loi traçant un cadre des affaires structuré défavorable à l'arbitraire. Ainsi, a-t-on applaudi le nouveau code minier, forestier, des investissements, douaniers ou de travail. La dernière semaine a vu l'adoption par l'Assemblée nationale du Code de l'agriculture. La création de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en guichet unique pour les investisseurs traduit l'effectivité des efforts pour éliminer les circuits parallèles qui gênent l'initiation et la concrétisation d'un investissement productif au Congo. Ces dernières années, mesdames, messieurs, ont marqué davantage la mutation de la RDC vers un espace fertile pour la pratique des affaires. Les différentes feuilles de route pour l'amélioration du climat des affaires ont débouché sur des textes de loi qui font tomber nombre d'obstacles à la transparence et aux bonnes pratiques. Plusieurs autorisations et formalités, sources des tracas dans le processus de création d'entreprises, sont tombées. Les contrôles fiscaux sont réglementés et réduits au minimum. L'accès à la propriété, élément essentiel pour les investissements étrangers, a été simplifié et rendu transparent. Ces efforts ont valu à la République démocratique du Congo de gagner 7 places dans le classement Doing Business 2011 et tout récemment de voir sa cote s'améliorer d'un niveau dans le classement du Ducoir belge. Ce qu'il faut marquer d'une pierre blanche, c'est l'adhésion de notre pays à l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA en sigle. Si celle-ci accroîtra davantage la transparence dans les pratiques régionales harmonisées, gage pour le business sécurisé, elle signifie surtout pour l'investisseur étranger que tout litige avec une partie congolaise sera réglé via un arbitrage international. Qu'il est loin le temps de la zarianisation ou de la spoliation des investisseurs par des personnes influentes proches des décideurs. Oui, cette législature finit de consacrer ce qui suit. La République démocratique du Congo n'est plus cette jungle économique que l'on dépeint encore dans certains médias. Au contraire, chaque jour qui passe, elle s'en éloigne davantage. Pour autant qu'on soit animé de bonne foi, on peut, à la demande, recevoir les preuves de ce que nous affirmons. Ces preuves, elles permettront de constater que sur le plan social, les réalisations sont nombreuses. Plusieurs centres hospitaliers modernes sont construits ou restaurés à travers le pays.
Les écoles sont remises en état, les travaux de restauration des infrastructures universitaires, à l'instar de l'université de Kinshasa, de l'université de Lubumbashi, de l'université de Kisangani, la construction des 2 nouvelles universités à Bukavu et à Kindu, attestent de cette reconstruction base d'une amélioration durable du niveau de vie de la population. Mesdames, Messieurs, distingués amis, que nul ne se méprenne, notre propos ne veut nullement ériger la République démocratique du Congo en un paradis économique fictif. Notre pays a encore beaucoup à faire pour rendre sa viabilité économique mature. La corruption, des pratiques multiples de mauvaise gouvernance, des habitudes acquises par une partie de la population pour des pratiques affairistes douteuses sont encore trop visibles pour être dissimulées. Notre propos salue plutôt le progrès accompli dans un contexte difficile et avec très peu de moyens. Nous sommes bien conscients que l'administration doit être modernisée et que l'appareil judiciaire doit être remis au centre du système. Au cours de la législature sortante, des actes ont néanmoins été posés et pas de moindres. Des magistrats ont, à cause de leurs pratiques pour certains, été mis à la retraite afin d'assurer la relève par une nouvelle génération formée à l'observance d'une nouvelle éthique. Pour la première fois, depuis que notre nation existe, des mandataires des entreprises publiques ont été nommés sur base d'évaluation au standard international. L'Assemblée nationale pluraliste interpelle les décideurs qui sont à l'origine des politiques économiques. Bon nombre d'agents de l'administration ont été mis à la retraite, soit licenciés, dans cette optique de modernisation. Ces décisions, difficiles dans notre contexte, tracent le chemin de la rédemption économique de notre nation. Tout ceci est en phase avec la campagne de lutte contre la corruption que mène assidûment le gouvernement de la République démocratique du Congo sous l'instigation du chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, sous l'appellation bienvenue de tolérance zéro. Mesdames, Messieurs, distingués invités, ce processus de réhabilitation nationale dans le domaine économique, social et politique constitue pour la République démocratique du Congo signifie que la République démocratique du Congo développe davantage son action extérieure dans ce monde globalisé. La multiplication d'alliances à laquelle on assiste, qu'elles soient basées sur l'appartenance à un territoire commun ou sur l'adhésion à des valeurs communes, montre l'importance d'un positionnement stratégique. Dans ce vaste échiquier mondial, la RDC tient à renforcer sa position et sa visibilité sur la scène internationale. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé en décembre dernier la 22e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, l'Assemblée parlementaire ACP et 20e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. L'organisation du 14e sommet de la francophonie prévu à Kinshasa en 2012 s'inscrit dans le même registre. Forte de 75 États et gouvernements, soit plus du tiers de membres des Nations Unies, la francophonie jouit d'une influence certaine dans la conduite des affaires du monde. Le choix de Kinshasa comme cadre pour abriter le rassemblement de la plus haute instance politique décisionnelle de l'organisation, des pays qui ont le français en partage, est la preuve de la confiance que nous témoignent nos pairs et une consécration des efforts fournis par les autorités congolaises. Mesdames, Messieurs, très chers compatriotes, l'enthousiasme, l'envie, le désir, la volonté qui nous garantissent un futur construit sont en œuvre en République démocratique du Congo. L'engagement des jeunes Congolais, mais surtout l'abnégation, la combativité et le courage des femmes congolaises sont autant d'atouts pour un Congo au lendemain qui chante. Au Congo, la résilience n'est pas un vain mot et n'est pas une abstraction. Nous l'avons vu à l'œuvre, notre peuple condamné pour mort, ou au minimum, dans un coma profond, a offert au monde une leçon de résistance. Sa pensée positive, son fighting spirit et sa foi en l'avenir ont eu raison de tous les cris d'Offray qui prophétisaient l'hécatombe. Aujourd'hui, un exemple de rédemption unique au monde est en train de se réaliser. Le Congo pessimisme n'est donc rien d'autre qu'un gadget de sceptiques invétérés qui auraient souhaité voir se concrétiser leurs sombres augures.
nous lançons un appel au monde, mesdames, messieurs, parce que le Congo est un success story. J'ai dit au monde, regardez vers l'Afrique. Ici passent des choses qui vont étonner le monde. Tournez vos regards attendrissants ou rationnels pour observer ces milliards d'hommes et de femmes tenaces, décomplexés, décidés à en découdre avec tout ce qui se place en travers de la voie qui mène au chemin de leur bonheur. Regardez ces merveilleux continents d'1 milliard d'êtres humains s'éveiller pour conjurer les sinistres prévisions des prétendus experts. Surtout, regardez en direction du cœur de l'Afrique, qui est la République démocratique du Congo. Cœur battant, cœur vaillant de cette Afrique nouvelle. Le Congo qui lève le voile sur une ère nouvelle. Le Congo où s'annonce et s'amorce en même temps un processus de réhabilitation nationale qui n'entend pas s'arrêter de sitôt. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en cette journée anniversaire de la République démocratique du Congo, je voudrais vous convier avec les millions de Congolais qui sont dans la joie aujourd'hui à pouvoir partager ce moment de liesse afin que Dieu bénisse le Congo et que tous ses amis se retrouvent un jour autour du feu dans ce Congo qui promet d'être véritablement la plaque tournante du développement de l'Afrique. J'ai dit, je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur.